Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chère Ursula, c'est un moment de grande émotion pour moi d'être ici et aussi c'est un grand honneur que tu m'aies demandé de parler ce soir, car nous ouvrons quelque chose de très important qui était une entreprise de longue haleine et qui est remarquablement réussie. 3 salles de cette maison seront ouvertes au public. L'espace ELT où les pièces les plus importantes de la collection d'art africain sont accessibles au public. L'invitation disait que j'allais vous présenter la collection. Il y a plusieurs personnes ici qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour le faire. Alors je vais surtout vous parler d'André Helt, la personne qui n'est pas présente aujourd'hui et à qui nous rendons hommage. Et je vais essayer de le rendre vivant par quelques histoires. Il y a des rencontres qui changent la vie. Et quand j'ai fait la connaissance d'André et d'Ursula Helt en 1983 chez mes parents, cette rencontre a changé la mienne. J'avais 15 ans à l'époque. C'était l'année de la grande rétrospective Manet au Grand Palais. Mes parents avaient été invités avec André et Ursula Helt chez les amis qu'ils avaient en commun et rendu l'invitation. Et ils sont venus chez nous, nous avons parlé d'art, nous avons parlé de l'exposition Manet. André Helt m'a dit qu'il connaissait 2 fois plus de Manet qu'il y avait dans le catalogue. Je trouvais que c'était un peu exagéré peut-être, mais la suite m'a prouvé que non. Il m'a aussi dit, jeune homme, si vous intéressez aux arts, venez nous rendre visite. Et je suis venu rendre visite presque chaque week-end entre l'âge de 15 ans et 17 ans avant que je parte pour faire mes études à l'étranger. Et ces week-ends passés ici ont été vraiment très importants. André était généralement assis là, et de me tenir ici, c'était généralement la première vue que j'avais de lui. Il était assis à sa table là. Et il tapait sur sa machine à écrire. Ce n'était pas encore l'âge des ordinateurs. Je crois qu'il les considérait avec assez de soupçons. Et on parlait de la collection, on parlait de son travail de photographe, des gens qu'il avait connus, des collections qu'il avait connues. Et André et Ursula m'ont pris plusieurs fois sous leurs bras, sous leurs ailes, pour aller travailler dans les musées, prendre des photos la nuit. Et quand vous avez 15 ans et qu'on vous amène, par exemple, au musée d'art et d'histoire de Genève, pour photographier la collection Berggruen avec des Cézanne et des Picasso, c'est très impressionnant. Nous avons fait ça un certain nombre de fois. Et j'ai développé une très grande affection et une très grande amitié pour André et Ursula. Et je crois que les traits les plus importants de sa personnalité, André, c'était à la fois l'humanisme et l'humanité. Je dirais l'humanisme parce que pour lui, l'homme, l'être humain, était la mesure de toute chose. Et que ce soit dans les rapports avec les gens ou bien dans la façon même qu'il regardait un arbre, il parlait d'un arbre en disant que ses branches étaient comme une main tendue vers le ciel. Et je crois qu'il s'intéressait, je ne crois pas qu'il se soit jamais intéressé vraiment à l'art abstrait. C'était toujours, il fallait que l'art soit figuratif et que la personne humaine soit représentée dans l'art qui l'intéressait. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles il aimait tellement l'art africain, c'était que l'art africain exprime les grands thèmes humains comme le respect, l'autorité, les forces vitales et aussi la sensualité. Je crois qu'il croyait à l'universalité des arts et si vous regardez autour de vous, vous voyez un peu les échantillons de différentes cultures qui l'intéressaient. Je crois qu'il était convaincu que les grandes œuvres d'art, quelles que soient leurs origines et quelles que soient les cultures d'où elles viennent, expriment des qualités constantes qu'on retrouve dans toutes les cultures et qu'on arrive à appréhender quel que soit le milieu d'où l'on sort ou l'éducation qu'on ait. Et une chose qui m'a toujours fasciné, c'était son appréciation et pour l'art Dogon et pour l'art roman.
Je crois qu'il voyait dans les deux une certaine pureté des lignes, aussi un certain dépouillement, pureté des formes, et aussi l'expression de forme, l'expression de force vitale. Il n'y a rien de superflu, ni dans l'un ni dans l'autre, et c'était cette grande expressivité, cette grande énergie des formes, je crois qui lui plaisait beaucoup. Je me souviens de sa très grande générosité et de sa très grande amitié, et plusieurs d'entre vous l'ont connu plus longtemps que moi. Micheline et José Ziolo, j'ai appris aujourd'hui, me connaissent depuis 60 ans, enfin l'ont connu 40 ans puisqu'il est mort il y a presque 20 ans. Et si vous êtes venu dans cette maison quand il était encore en vie, vous avez toujours l'impression d'être toujours le bienvenu, d'être toujours bien reçu. Et il y avait un feu dans la façon dont il parlait avec les gens qui était tout à fait remarquable. Et c'est quelque chose qui me manque toujours, et c'est quelque chose que j'ai rarement rencontré avec une telle intensité chez d'autres personnes. Pour vous situer, pour vous donner une idée du caractère, il était un caractère hors nature. Il a connu et côtoyé les grands de ce monde, il était ami avec beaucoup d'eux. Si vous connaissez les grandes collections privées suisses comme Durley à Zurich, comme Reinhardt à Winterthur, ou Thyssen autrefois à Lugano, André était le photographe favori de ces trois collectionneurs. Il racontait avec délice qu'il allait chez Reinhardt à Winterthur. Comme il disait, il emmenait 2 ou 3 institutrices, je n'avais très bien compris ce que ça voulait dire, mais des jeunes dames qu'il amenait chez Reinhardt. Reinhardt leur servait du chocolat dans la porcelaine de Sèvres, et il avait, une fois, il a dit à Reinhardt: quelle chance vous avez d'être entouré de tous ces tableaux, de tous ces chefs-d'œuvre. Si moi j'en avais qu'un, je serais très heureux. Et Reinhardt lui a dit: bien, lequel voulez-vous prendre? Alors, André a dit, sans attendre, la grenouillère de Renoir. Alors, bien, il est rentré à Lausanne à écu blanc avec la grenouillère de Renoir sur le siège arrière de sa voiture. C'est un tableau qui maintenant vaut largement entre 20 et 30 millions, n'importe quel d'euros si vous voulez. Et il arrivait à faire des choses comme ça. Il racontait avec grand plaisir que il était l'un des seuls photographes à avoir fait des photos de l'Acropole sans personne, parce qu'il avait, je ne sais pas par quel biais, il a réussi à faire fermer l'Acropole aux touristes, simplement, un matin entier. Et il y avait des dizaines de bus de touristes prêts à massacrer les gardiens. Et c'était le genre de choses qu'il aimait raconter. Alors vous pouvez imaginer l'effet que cette personnalité a eu sur un garçon de 15 ans. Il était vraiment plus grand que nature. Je lui dois beaucoup. Je lui dois d'avoir confirmé en moi que l'histoire de l'art était ce qui était juste que j'étudie. Je lui dois une attitude face à l'art. Il m'a dit avant que je parte aux Pays-Bas où j'ai fait mes études, aussi grâce à lui, parce que c'est grâce à son cousin Miroslav Lazovic qui travaille au musée d'art et d'histoire de Genève, que je suis parti aux Pays-Bas, à Groningue. Il m'a dit avant que je parte: ne perds pas tes tripes, ne deviens pas quelqu'un qui n'est que érudit. Il faut que tu ressentes quelque chose devant les objets. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. André est né en 1917. Son père était imprimeur, il possédait les imprimeries Held. Il a fait un apprentissage d'imprimeur et de photographe juste avant la guerre. Et son père lui a donné les moyens financiers de faire quelque chose de remarquable. C'est de lancer à l'âge de 20 ans une revue, de 22 ans, en 1939, une revue qui s'appelait Formes et Couleurs, qu'il a réussi à faire marcher pendant 20 ans. Et je vais vous lire l'avant-propos qu'il a écrit. C'est le numéro d'août 1940, c'est un numéro qui est dédié à la France. Et
l'auteur a 23 ans. Le grand propos est intitulé Hommage à la France créatrice. Au moment où l'on sent les valeurs spirituelles en danger, au moment où l'on assiste à la destruction systématique d'un monde, on éprouve le besoin de faire une halte, de mesurer l'acquis et de rendre hommage au grand pays d'où constamment est venue la lumière. Nous pensons avec quelle plénitude à tout ce que nous devons à la France. Source de culture, nous y avons puisé et y puiserons encore. N'est-il pas naturel de lui dédier ici un chant, sans esprit partisan, simplement avec reconnaissance? France éternelle, c'est à toi que cet hommage s'adresse, l'hommage d'un petit pays qui te doit presque tout et qui souffre avec toi. Et je crois que ça donne une bonne idée non seulement des ambitions intellectuelles d'André Held, mais aussi de l'envergure des propos qu'il avait. Et il n'y a pas un mot de superflu dans ces quelques lignes, et que quelqu'un de l'âge de 23 ans écrive avec une telle maturité, je trouve ça tout à fait remarquable. Et comme vous l'imaginez, la France est restée pour lui le modèle culturel qui a toujours été la source de sa littérature, de la littérature qu'il lisait, de l'art qu'il aimait et aussi de l'art qu'il a collectionné. Car l'art africain, je crois que c'est surtout à Paris et avec ses rapports avec différentes personnes en France que son amour pour l'art africain se développait. Il habitait longtemps à Paris, il était souvent à Paris. Il allait le jeudi chez les cocktails, chez Gallimard, pour les cocktails qui étaient servis là. C'est là qu'il a rencontré Camus, entre autres Boris Vian. Il était chargé par Gaston Gallimard, le père Gallimard, de s'occuper de sa maîtresse, la maîtresse de Gaston Gallimard, quand il l'envoyait à Gstaad en hiver, avant qu'il puisse la rejoindre. Il l'a décrit comme une rousse flamboyante. Je n'ai jamais su ce que s'occuper d'elle voulait dire, mais on imagine ce qu'on veut. Il fréquentait Matisse, il fréquentait Bonnard. Il racontait, mais aussi après 20 ans, on ne sait pas dans quelle mesure ces choses étaient vraies, parce qu'il y avait aussi de l'embellissement dans ce qu'il racontait. Il racontait qu'il avait prêté sa machine à écrire à Camus, et que Camus avait écrit La Peste sur cette machine à écrire. Alors vous prenez, on prend, on laisse, je ne sais pas. Au point de vue de l'embellissement, je me rappelle une soirée ici, où il a d'abord fait le tour de la maison, fait faire le tour de la maison, et il disait qu'un tableau était le plus beau Baudelaire du monde, qu'un masque d'Augon était le plus beau masque d'Augon du monde. Et ensuite, au dîner, il a dit que le Gruyère était le meilleur Gruyère du monde. Ça mettait un peu les choses en perspective. Mais ce que je trouve remarquable, c'est que cette affabilité et cette habilité d'établir des relations durables avec des gens qui proviennent de tous les milieux est aussi à l'origine de son succès comme éditeur. Il a toujours réussi à gagner les gens les plus divers pour écrire pour Formes et Couleurs, et ensuite pour collaborer à ses livres. Il avait de très bonnes relations au Louvre. José Michel m'a encore dit à quel point il était ami avec le chef électricien du musée, et on lui permettait par exemple de photographier la nuit dans la grande galerie après la fermeture des salles. José m'a dit on lui permettait de photographier 15 tableaux par soir, il en photographiait 30. Je crois que c'est aussi à cause de ses rapports avec le Louvre qu'il était lié d'amitié avec Pierre Dubourguet, qui était le conservateur des arts coptes au Louvre. Et c'est à travers Pierre Dubourguet, qui était jésuite, qu'André a eu la permission du pape Paul VI de photographier dans toutes les catacombes de Rome. À l'époque, je crois que seulement 3 étaient accessibles pour les photographes, et que le pape lui-même a donné l'autorisation de photographier dans plus de 20 catacombes. Il y a une histoire avec un groupe électrogène qui a mal tourné parce qu'il n'y avait naturellement pas de courant, et un groupe électrogène servait à éclairer, produire l'électricité pour la photographie.
On m'a raconté qu'Ursula était portée à moitié inconsciente parce que le groupe électrogène enlevait tout l'oxygène dans les catacombes. J'étais heureux de ne pas y être. Les années 60 sont des années importantes. C'est à ce moment, dans cette décennie qu'Ursula arrive dans sa vie, en 64 je crois. 64. C'est l'époque aussi où il commence à collectionner l'art africain. Il travaille, se lie d'amitié avec Pierre Mosé, qui était le directeur du Musée des Arts africains et océaniens de Paris, et avec qui il commence, qui le guide aussi dans ses achats, et c'est chez plusieurs marchands importants qu'André achète des œuvres maîtresses, comme chez Hélène Camer, maintenant Hélène Leloup pour l'art de Bon. Il a aussi acheté chez le collectionneur Maurice Nico. Dans les années 60, il publie avec Pierre Mosé le livre Art Nègre, qui est sorti en 67 et qui a été publié, traduit en plusieurs langues. Ensuite, un autre grand livre, c'est l'Art de Chypre, qui a été fait avec le concours de Monseigneur Makarios, le chef de l'Antiquité de Chypre. C'est aussi l'époque des deux grands catalogues raisonnés. Le premier, le catalogue raisonné de Van Gogh par l'historien d'art de La Faye. Et aussi en 69, pour le 300e anniversaire de la mort de Rembrandt, la publication du catalogue de Ross Gerson, le catalogue raisonné aussi de l'œuvre de Rembrandt, pour lequel vous êtes allé dans toute l'Europe, il y avait photographié partout. Il y avait une histoire à la National Gallery à Londres, où vous étiez en train de photographier, on a lâché les chiens qui vous ont presque sauté dessus, je crois. L'histoire des catalogues de Rembrandt a une résonance particulière pour moi parce que Horst Gerson était le chef du département d'histoire de l'art à l'université de Groningen aux Pays-Bas, où j'ai fait moi mes études. Je n'ai pas connu, il était déjà mort quand je suis arrivé, mais tous les 2 ans il y avait une conférence en l'honneur de Horst Gerson. Et une fois, j'ai dit à sa femme qui était toujours là, que je connaissais André Ursula Held, elle m'a dit « Ah, monsieur Held, mon mari disait toujours, si je ne peux pas me rappeler les nuances exactes d'un tableau, je pourrais toujours me fier aux excellentes photos de monsieur Held. » Et André Held a détruit cette illusion quand il a demandé à mon mari « Et ce Rembrandt-là, vous le voulez plus rouge ou plus bleu ?» J'ai raconté ça à André, qui était un peu vexé, et qui a dit il aurait dû comprendre que les couleurs d'un tableau varient de la façon dont on l'éclaire. Vous allez trouver dans les salles derrière moi, 3 salles, une collection qui a changé au cours des années. Une collection n'est jamais quelque chose de tout à fait statique. Il y a des pièces qui ont été ajoutées depuis la mort d'André, il y a des pièces qui ont disparu. La collection, le noyau de la collection, c'est vraiment ce qui a été collectionné dans les années 60 et les années 70 chez les marchands parisiens que j'ai nommés. Comme je l'ai dit, cette collection est basée d'une certaine mesure sur un dialogue avec Pierre Mosé, le directeur du Musée des Arts africains à Paris. André avait une prédilection pour l'art dogon, l'art du Mali, qui est un pays du Sahel extrêmement aride. C'est une sculpture qui est faite principalement dans des bois très durs, donc une sculpture qui est peut-être moins travaillée que celle d'autres régions. La collection a un accent surtout sur l'art de l'Afrique occidentale, donc à part les dogons, il y a des choses importantes du pays Baga, en Guinée, beaucoup de choses de Côte d'Ivoire, Baoulé, Sénoufo, Gouro, des objets importants du Nigeria aussi. Le Nigeria, j'ai oublié de le dire, où André Ursula a été appelé au début des années 70 par le gouvernement nigérien pour faire la documentation photographique d'un grand ouvrage 2000 ans d'art du Nigérien par l'historien d'art Koeyo, qui est un livre très important. Une chose qui est assez absente, c'est l'art de l'Afrique centrale. Et je ne sais pas pourquoi, il y a certaines choses, certaines pièces Mba qui sont là, mais c'est vraiment une chose qui est assez secondaire face à l'art de l'Afrique occidentale. Je me suis toujours demandé si c'était parce que le Congo n'était pas une colonie belge et pas française et que
Vous étiez moins souvent à Bruxelles qu'à Paris, peut-être, je ne sais pas. Certaines des, comme j'ai dit, la collection n'est pas une chose statique. Certaines des pièces ont quitté la collection au cours des ans, surtout dans les années juste avant la mort d'André, comme son état de santé se détériorait. Et je crois que c'était une source de grande fierté pour lui qu'une des œuvres les plus importantes, une sculpture d'Ogon à patine rouge qu'il appelait le pèlerin, un personnage avec un bâton, ait été acquis par le Rietberg, le musée d'art non européen le plus important en Suisse. Et cet objet a été daté au Cardone 14 il y a quelques années par le musée Rietberg. Et c'est un objet qui date du XIIe siècle. C'est une des sculptures les plus anciennes pour l'art africain. Et c'est la plus importante sculpture d'Ogon du musée Rietberg. Je crois que c'était une très bonne chose que cet objet soit là. André est mort en 1993, ça fait 17 ans. Et à ce moment-là, je savais que rien ne serait plus la même chose. Et je crois que beaucoup d'entre vous étaient là à ce moment-là et que vous avez ressenti cette perte avec beaucoup d'émotion. Je salue et je félicite Ursula pour le courage et la vivacité qu'elle a montré, la vitalité qu'elle a montrée très rapidement après. Aussi, je trouve remarquable comme elle a décidé d'ouvrir sa vie vers de nouvelles directions. Entre autres, elle a ouvert la maison en continuant la tradition d'hospitalité qui avait toujours été celle de la maison. Elle a pris des pensionnaires qui sont souvent les étudiants de l'école polytechnique en face ou des professeurs en visite. Et elle s'est entourée de gens qui sont jeunes et qui ont ouvert ses horizons sur d'autres choses. Et j'avais très peur après la mort d'André que vous étiez tellement liés, que ce soit comme l'histoire des Fellini, où la femme de Fellini est morte quelques mois après Fellini lui-même, parce qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Alors je suis ravi de voir à quel point tu as fait preuve d'une telle vitalité. Et cette tradition d'hospitalité a donc continué. Et je crois que votre présence ce soir témoigne à quel point nous tenons tous en grande affection et en grande amitié. Ursula s'est petit à petit défait du travail de photographe et des archives photographiques, qui était une chose importante parce que c'était le moment où la photographie passait des techniques analogues aux techniques numériques, et il aurait fallu un très grand investissement pour faire la transition. Et avec l'aide de Micheline et de José Ziolo, tu as réussi à vendre les archives photographiques à une maison allemande AKG de Berlin, qui prend très grand soin de ces archives et qui va assurer que cette documentation très importante ne se perde pas et soit accessible aux générations futures. Et aussi une chose remarquable, c'est que tu as continué l'activité de collectionneur avec Lugo Centovisi, avec son conseil, et par son entreprise aussi. Et je dois dire que j'étais longtemps sceptique face à la création, voilà, de cet espace Elbe, parce que j'avais conscience, comme professionnel de musée, des difficultés que ça représente au point de vue des ressources, de l'organisation et du travail, de mettre sur pied quelque chose comme ça. Et je suis très impressionné par ce que tu as fait avec tes alliés. Et je trouve que la présentation est très professionnelle et qu'elle est faite avec très grand goût.
Et j'espère que cette soirée est le début de quelque chose de très grand. J'espère que l'espace Eld aura beaucoup de succès et une résonance bien au-delà de la région. Si vous aviez un verre, je vous demanderais de le lever. Comme vous n'avez pas de verre, je vous demande d'applaudir Ursula. Merci d'être venu. Je suis étonnée et émue. Et puis, c'est vraiment très gentil. Et un grand remerciement vraiment pour les amis qui m'ont aidé. Chez ici, dont vous pouvez admirer les œuvres à l'entrée. Et puis, Franck Chalard, qui est un homme, un socleur de génie, et puis un homme qui trouve des solutions à beaucoup de problèmes, et aussi Pierre-Dominique Chardonnance qui s'est chargé de la graphique des objets, en fait, de la présentation. Merci mille fois. Alors, allez-y. Grazie.